Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Grenelle, je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Coucou mamie et coucou les tipeurs, merci de nous soutenir, n'hésitez pas à continuer. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. C'est un article qui a beaucoup fait parler de lui cette semaine, et je ne vous cache pas que ma position de départ disant « On ne peut pas parler de fake pour un article » devient de plus en plus compliquée à tenir. L'idée de cet article n'est pas neuve. Le confinement, ça sert à rien, et même qu'en vrai, ça tue des gens. On avait déjà débunké 1 ou 2 articles de ce genre avec le collectif, alors avant même de se pencher sur l'étude en elle-même, un brin de contexte. L'étude est publiée dans un journal dont un des auteurs était l'éditeur en chef jusqu'à 2019. Un joli conflit d'intérêts. Oh, ça va. Lequel auteur est connu pour avoir minimisé grandement la pandémie et ses risques à son début. Comme l'explique Health Nerd, le lien est en description. Alors, on n'est pas encore sur le « moins de morts que les accidents de trottinette ». Mais si ça vous rappelle quelqu'un, vous voyez où est le problème. Oula, ce chicore la chicorette. En ce qui concerne l'étude elle-même, je vous laisse aller voir sur PubPeer ou en description. Sont des montages en règle parce que rien ne va. Tout d'abord, l'échantillon est minuscule en comparaison des données disponibles. C'est pas la taille qui compte. Si, et cet échantillon est ensuite biaisé au possible puisque, pour prouver que les mesures strictes sont inefficaces, les auteurs ont exclu tous les pays ayant pris des mesures strictes et ayant de bons résultats. Au hasard, la Nouvelle-Zélande, sacrée championne en gestion de la crise, mais également tous les pays n'ayant pas pris de mesures et ayant des résultats catastrophiques. Oui, le Brésil, c'est toi qu'on regarde. Les auteurs ont une notion des mesures strictes qui les arrangent. Par exemple, la Corée qui a instauré le traçage de ses habitants et le dépistage massif obligatoire est comptée comme un pays n'ayant pas pris de mesures lourdes. Ouais. Et Dixit, les gens forts en maths. Les analyses chiffrées sont pourries. Mais là, je vais les croire sur parole parce que j'ai pas le niveau. Et vu les éléments déjà obtenus, personne n'est surpris. Par contre, tout le monde en a marre. Découverte de la semaine. Aujourd'hui, plutôt que de vous parler d'une découverte, je vais vous proposer une compilation de découvertes. Ça fait un moment que certains d'entre vous, malades ou proches, se posent des questions sur les Covid longs. Alors, clairement, on ne va pas tout traiter aujourd'hui. Oh, remboursé. C'est gratuit. Remboursé quand même. Mais c'est l'occasion de faire un point sur un des symptômes les plus emblématiques, l'anosmie. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat, parfois accompagnée d'agueusie. Ça, c'est la perte du goût. Et c'est un des symptômes assez spécifiques du Covid. Mais il a déjà été étudié dans d'autres affections virales. Mais comment que ça marche? L'hypothèse actuelle la plus probable suggère que les dommages sont causés dans l'épithélium nasal. Ça veut dire que le cerveau ne serait pas touché, car les cellules dites sustentaculaires, qui soutiennent les neurones olfactifs, sont porteuses du récepteur ACE2. Et donc, particulièrement vulnérables au virus. Lorsqu'elles sont atteintes, les neurones restent intacts. Mais l'épithélium se détache. Comme après un coup de soleil. Ouais, l'intérieur du nez pèle. Oh, sérieux? Voilà. Et les cils qui servent à piéger les molécules olfactives sont détruits. On ignore toutefois si cette destruction est liée au virus ou aux cellules immunitaires. Est-ce que c'est grave? Oui, Papichel. L'anosmie augmente la mortalité en exposant les malades à un sur-risque d'intoxication alimentaire notamment. Elle peut également créer des troubles du comportement alimentaire et entraîner des carences à court et moyen terme, ainsi qu'un handicap social, source de stress et d'anxiété. Et comment ça se guérit? Spontanément, on observe entre 30 et 50% de guérison 6 mois après la maladie. Et parfois, cela peut prendre jusqu'à 2 ans. Si les sens ne sont toujours pas revenus passé ce délai, les chances de guérison sont hélas extrêmement minces. Certains protocoles de rééducation semblent avoir de bons effets, et je vous en reparle dans la piste de la semaine. Mais on manque de données. Et la parosmie dans tout ça? La parosmie, c'est dans les fesses. Non, la parosmie, c'est l'existence de sensations d'odorat, mais erronées. Dans le cas du Covid, elle serait une bonne nouvelle, car sur le chemin de la guérison. Et d'une guérison que je trouve franchement badass. Je cite: des cellules souches qui se développent en nouveaux neurones olfactifs tentent de projeter leurs longues fibres en axones à travers de minuscules trous à la base du crâne, se connectant ainsi à une structure du cerveau nommée bulbe olfactif. Parfois, les axones se connectent au mauvais endroit, ce qui provoque une odeur erronée, mais avec du temps, le mauvais câblage est potentiellement capable de se corriger. Plus de données sont disponibles à ce sujet dans l'article de Braich et al. et sur le site de la revue Pour la Science. Les liens sont en description. Piste de la semaine. Masque. Le CHU de Lille a annoncé travailler sur un projet de masque non jetable virucide. Les études d'étape sont prometteuses et le masque devrait être présenté officiellement mi-février. Je vous mets un lien vers une interview du directeur du CHU. Le texte original est inaccessible sans abonnement. Anosmie. Si elle n'est pas la plus grave des séquelles, l'anosmie a un impact important sur la qualité de vie. Surtout quand vous étiez parti pour devenir œnologue. C'est pour venir en aide à certains de ces étudiants atteints que le docteur Tempéré
spécialiste des neurosciences et enseignante à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, a mis au point un protocole de rééducation de l'odorat. Testé avec des bons résultats sur ses étudiants, le protocole est désormais public. Mais si vous préférez le format application, c'est cette fois vers les chercheurs du Mans qu'il faudra vous tourner, en particulier vers le site d'aide à la rééducation du professeur Denis. Tous les liens sont en description. Impasse de la semaine. Colchicine. Je vais vous parler franchement, le Dendrobat Doctor se retrouve toujours face à un dilemme lorsqu'elle rédige certains posts. D'un côté, elle critique beaucoup les gens qui annoncent à corps et à cri des découvertes comme étant miracles, qui en fait sont des pétards mouillés, pour se refuser à faire la même chose. D'un autre côté, s'il y a un truc nouveau qui sort et qu'elle n'en parle pas, elle se retrouve avec une boîte mail inondée de « Ça y est, on a trouvé, il faut en parler, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut en penser, non. » Du coup, elle choisit d'en parler avec beaucoup de précautions, mais elle a l'impression que même les précautions ne suffisent pas à atténuer la déception ressentie par les lecteurs quand, finalement, ça ne marche pas. Et elle ne sait pas quoi faire parce que, en vrai, souvent ça ne marche pas. Et c'est le cas pour la colchicine qui rejoint donc la bien trop grande liste de trucs dont on a dit que ça marchait de fou, alors que les études étaient très bof. Et là, elles ne sont pas truquées comme pour d'autres, elles sont juste très bof. Comme je suis fatigué en ce moment, pour expliquer pourquoi la colchicine c'est pas fou, je vous renvoie aux excellentes explications du biostatisticien. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est velu mais c'est un ami. Et je vous donne 2 liens, dont également un sur sa discussion avec l'un des auteurs de l'étude, qui explique pourquoi la com à tout va, les faux espoirs, et chez les vulgarisateurs et les chercheurs, on en a marre. Vitamine D. Vous vous souvenez de quand on s'est dit que prendre de la vitamine D, ça avait l'air d'aider à éviter les formes graves? Ouais. Vous vous souvenez qu'à ce moment-là, j'ai dit qu'il fallait bien faire gaffe, car c'était une des rares vitamines dont on peut faire une surdose? Bon, ça a pas loupé. C'est le centre antipoison du CHU de Lille qui est le premier à avoir donné l'alerte. L'article se trouve en description. Après avoir reçu des appels pour syndrome de surdose à la vitamine D. Le dit syndrome incluant des nausées et de la fatigue, mais aussi des convulsions et un risque de coma. Alors, on va le répéter une dernière fois. La vitamine D n'a aucun effet sur le Covid, ni en curatif, ni en préventif. Les patients carencés en vitamine D sont plus à risque d'être infectés par le Covid car ils sont plus à risque pour toutes les infections avec ce type de carence. La vitamine D doit, comme toujours depuis des années, être administrée à petite dose. La posologie est généralement d'une ampoule tous les mois à tous les 3 mois aux patients à risque de carence. Et c'est tout. Si vous faites une ampoule à chaque repas, vous ne mourrez peut-être pas du Covid. Par contre, la dialyse, ça va vous faire tout drôle. Mauvaise nouvelle de la semaine. Co-infection. Comme si les variants ne posaient pas assez de problèmes chacun dans leur coin, voilà maintenant qu'ils s'y mettent à plusieurs. On a bien un article en anglais, mais la source principale est en portugais, et comme moi j'ai fait anglais-espagnol... Michel. Oui, pardon. Plusieurs médecins brésiliens ont rapporté aux institutions et aux médias avoir trouvé des cas de co-infection chez leurs patients. À savoir donc, des patients atteints par 2 souches en même temps. Ce genre de situation n'est pas unique. La grippe fait déjà ça. Mais elle inquiète car elle augmente le risque de mutation et de résistance au vaccin. S'il y a parmi vous des joueurs de Plague Incorporation qui ont déjà laissé le remède atteindre 80% avant d'enclencher la réorganisation génétique et de regarder les humains paniquer, je pense que nous partageons la même impression de déjà-vu, et ce depuis un peu plus d'1 an. Bonne nouvelle de la semaine. AstraZeneca. Un 3e vaccin débarque en France. Le vaccin chapeauté par l'université d'Oxford est arrivé cette semaine. Et les premières injections ont normalement commencé le samedi 6 février 2021. Déconseillé aux plus de 65 ans en raison d'une efficacité trop basse dans cette tranche d'âge, il est destiné au personnel soignant jeune, moins de 50 ans, présentant des comorbidités ainsi qu'aux personnes à très fort risque d'allergie violente, pour qui il est plus sûr que le vaccin à ARN. Efficacité vaccinale. Les résultats d'une étude, encore en préprint mais disponible en description, sont tombés. Et ils contredisent les résultats d'efficacité obtenus par les autorités israéliennes. En effet, celles-ci constataient une faible immunité de leur population avant la seconde injection, et une excellente immunité passée la seconde. Mais les chercheurs britanniques pensent que les Israéliens ont juste été trop impatients. L'immunité des patients pourrait monter, selon eux, à 90% avec une seule dose, mais seulement au bout de 3 semaines, avec quasiment rien les 14 premiers jours, se confondant donc avec la date de la seconde injection. Ça ne dit rien de la pérennité de cette immunité avec les doses, mais c'est déjà rassurant quant à l'effet protecteur du vaccin, même en cas de pénurie pour la seconde dose. À suivre de près donc.
Qu'est-ce que putain de quoi? Depuis le début de la pandémie, j'en ai vu passer des trucs à la con. Des gargarismes d'eau chaude. Et cataplasme au miel. Les combos de vitamines dont on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et bien sûr, Les remèdes miracles qui, bizarrement, changent selon les saisons. Comme quoi, les miracles, c'est fragile. mais là il y a un collectif qui nous a sorti un tableau des traitements. Ouais. C'est pas compliqué, on dirait les Avengers des idées claquées au sol. Tout y est. Bien sûr, c'est relayé par les habitués. Réinfo Covid, ou la bande à Fouché. Le blog France Soir. Oui, j'ai encore trop de respect pour le journalisme pour appeler ce torchon un journal. Et Alexandra Henrion-Claude, aussi appelée la dame qui voit des particules d'amour brillant autour des embryons. Bien sûr, c'est pondu par les habitués. Voneur et Guérin notamment. Mais si, vous savez, celles dont les études sont tellement solides que le seul journal qui a accepté de les publier, c'est celui qui a aussi publié le canular sur l'hydroxychloroquine qui empêche les accidents de trottinette. Ah oui. Le tout épaulé par un nouveau collectif de soi-disant 12 milliards de médecins. Mais, vu qu'il nous avait déjà fait le coup avec une pétition pour laquelle les gens qui étaient censés l'avoir signée l'ont appris par la presse, bon, ça vaut ce que ça vaut. Alors, il dit quoi ce tableau? Si vous êtes positif et asymptomatique, vous ne devez pas juste rester chez vous et attendre d'être négatif. Non, non, non. Vous devez absolument aller claquer votre argent dans des pseudomédecines qui n'ont jamais fait leur preuve contre quoi que ce soit de viral, comme l'aromathérapie, l'homéopathie ou l'acupuncture. Et il faut arroser le tout d'ivermectine hors AMM. Oh, je vais revenir là-dessus, croyez-moi. Parce que c'est à la mode du moment. On a calculé avec les collègues. Ça fait environ 300 € le placebo. Et je trouve ça cher. Ensuite, il y a... Si vous avez peu de symptômes, au lieu de rester chez vous avec un plaid et un Doliprane, le mieux c'est de faire un cocktail de vitamines, toujours pas remboursé, et d'arroser avec encore de l'ivermectine, ou, si vous êtes un peu nostalgique, de l'azithromycine. On en a parlé. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Enfin, et c'est ce qui nous a fait bondir, les préconisations des cas graves sont purement et simplement criminelles. Les hospitaliers en particulier nous avertissent beaucoup de médecins. Déjà, parce que le dosage de prédnisolone est aberrant. Pour un patient obèse, il atteint plus de 3 fois la dose maximale journalière. Ce qui peut entraîner œdème, accident glycémique et coma. Ensuite, parce qu'elle donne des anticoagulants à des doses qui requièrent une surveillance hospitalière si on veut éviter les hémorragies. Notamment cérébrales. Et ça, on veut vraiment éviter. Enfin, on a les combos, Hydroxychloroquine plus azithromycine. dont on a prouvé que ça ne marchait pas depuis des mois. Je vous mets une étude en description, mais il y en a plein. Ou alors, la fameuse ivermectine plus doxycycline. Celle-là, on sait même pas d'où ça sort, on suppose juste que ça fait joli. Et il faut vraiment arrêter avec l'ivermectine. On a tellement aucune preuve que ça fonctionne ne serait-ce qu'un peu que Merck, Le laboratoire qui produit la molécule, donc les gens qui veulent vendre ce truc, a publié un communiqué disant que Ça marche pas contre le Covid. Faudrait vraiment arrêter de se jeter dessus. Merci. Alors, moi, je dis ça, je dis rien, mais quand un labo pharmaceutique a plus de déontologie au service du patient qu'un collectif de toubibs, je pense qu'il est peut-être temps pour certains de rendre leur blouse et d'aller filer de l'ivermectine aux chèvres dans le Larzac. pour le coup son usage vétérinaire est bien connu. Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 1.3. Préparer la science. Savoir comment financer sa recherche. Dans notre découverte de la recherche, nous sommes toujours dans le premier grand tronçon. Préparer la science. Et nous allons aujourd'hui nous attaquer à la troisième question qu'il faut se poser avant de chercher quelque chose. Comment payer tout ce qu'il faut pour chercher le truc? Aujourd'hui, deuxième étape donc, Les pépettes. Le flouze. La thune. financer ceux qui cherchent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi le nerf de la recherche. Et il ne tombe pas du ciel. Quand on demande aux chercheurs, Qui c'est qui vous paye? la réponse la plus fréquente c'est Et Pôle emploi. il existe 3 grands moyens de financer sa recherche. Tout d'abord, si le chercheur face à son puzzle fait partie de la recherche publique, CNRS, INSERM, université ou quelque chose du genre. il appartient à un laboratoire, un groupe de chercheurs qui cherchent tous une pièce similaire. Ou à peu près dans la même région du puzzle. Le laboratoire est financé par l'État et chaque année, pour que l'argent continue à arriver, chaque chercheur doit rendre compte du fait qu'il n'a pas passé toute l'année à se tourner les pouces devant son tas de pièces en attendant d'être frappé par la grâce. Ou par son boss. Le problème de cette méthode est qu'elle est très lourde. En France, on estime que entre 1 et 2 tiers du temps de travail d'un chercheur est passé à remplir de l'administratif pour demander de l'argent. Pour faire sa recherche sur le temps qui lui reste. Argent qu'il a du mal à obtenir puisqu'il ne cherche pas tant que ça, puisqu'il passe entre 1 et 2 tiers de son temps à faire de l'administratif pour demander des sous, pour faire sa recherche sur son temps de Michel, travail. ne t'énerve pas. Je ne m'énerve pas, j'explique. Si le chercheur veut rejoindre la recherche privée,
alors il est salarié d'une entreprise et il faut donc que sa recherche ou les retombées de celle-ci. fasse gagner de l'argent à son entreprise. Quand on est chimiste dans la pharmaco, on voit comment c'est possible. Quand on est historien, c'est plus compliqué. De fait, la recherche privée est souvent déséquilibrée. Le privé finance peu la recherche fondamentale au profit de la recherche appliquée. Peu les sciences humaines et sociales au profit des sciences dures. Peu les recherches au long cours au profit des projets de courte durée. Pourtant, on sait qu'il faut de la recherche fondamentale pour faire avancer la science. Nous n'aurions pas les vaccins à ARN aujourd'hui sans les travaux que le docteur Cataline Carico a poursuivis avec acharnement depuis les années 90. Et on lui dit merci. Merci. On le sait qu'il faut de la recherche à long terme pour comprendre les phénomènes complexes, et on sait que, sans les sciences humaines, il est impossible d'appliquer les sciences dures correctement. En tout cas, la crise actuelle nous l'explique avec férocité. La recherche privée est souvent considérée comme borgne. Mais elle paye bien mieux que la recherche publique. Aussi, assiste-t-on en France à un phénomène qui, normalement, touche avant tout les pays du tiers-monde, la fuite des cerveaux. Moi, c'est pas le cerveau qui fuit. Une expression rigolote pour dire que les chercheurs fondamentaux, ou au long cours, se barrent bosser ailleurs. D'ailleurs, vous constaterez que la co-prix Nobel de biologie de 2020, Le docteur Emmanuel Charpentier, qui est française, ne travaille plus en France depuis 1996. Il existe enfin une voie entre ces deux chemins. ce sont les bourses de recherche. Elle finance les programmes de recherche courts, Entre 6 mois et 3 ans, oui, 3 ans en recherche, c'est court. mais aussi bien en recherche fondamentale qu'appliquée. Et dans toutes disciplines confondues, Elles sont généralement attribuées aux jeunes chercheurs prometteurs. afin de leur donner de quoi faire leurs armes en attendant un recrutement pérenne. Comprenez bien qu'entre le moment où vous obtenez votre diplôme À au moins bac+8 quand même. et le moment où vous êtes recruté en contrat longue durée, il s'écoule en moyenne entre 4 et 6 ans selon le domaine de recherche. Ça fait rêver, hein. Ces bourses permettent à certaines universités Ou institutions modestes mais ambitieuses, de recruter des cerveaux talentueux à moindre frais. Elles sont souvent l'occasion pour le chercheur de changer de décor, beaucoup de bourses sont interpays au sein de l'Union Européenne par exemple. et parfois d'y rester. D'où la fuite des cerveaux. Ah, d'accord. J'ai compris. C'est une référence. Car de nombreux pays n'ont pas les infrastructures, les ressources naturelles ou les finances J'ai compris. pour devenir de grandes puissances économiques, industrielles ou militaires. Mais investir dans la science et la technologie est une stratégie de développement en vogue. Et la Dendrobat Doctor vous fait savoir qu'elle-même est en attente d'une réponse pour un contrat post-doctoral de 2 ans, qui lui permettrait de rejoindre un tout petit pays froid et exotique, Mais avec l'euro, donc pas besoin de changer de forfait téléphonique, et où elle pourrait être payée convenablement à étudier ses corbacs en paix, loin de l'agitation de ce monde. Froid, mais froid comment? froid, genre froid quoi. Ah ouais, quand même. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec l'arrivée des vaccins. En tout cas, pas encore. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous! Bisous.